Bonjour et bienvenue en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. C'est le premier numéro, chaque jour sur Énergie 12. Je vais vous raconter des histoires vraies, aussi fascinantes que bouleversantes, et nous les décrypterons avec nos experts et nos invités. Parce que la réalité sera toujours plus forte que la meilleure série télé. Voici le sommaire du premier numéro de Crimes et Faits divers. Qu'est-il arrivé à Théo? Cet adolescent de 14 ans a disparu à Lens le 27 mai dernier, alors qu'il rentrait de boîte de nuit avec un ami et ne se trouvait qu'à quelques mètres de chez lui. Il s'est soudainement volatilisé. Depuis plus de 3 mois, sa famille n'a plus aucune nouvelle et leur inquiétude grimpe de jour en jour. Malgré de nombreuses recherches effectuées dans le secteur, l'adolescent reste introuvable. Alors, a-t-il été victime d'un accident? A-t-il été enlevé? Nous allons vous raconter cette enquête très complexe et l'avocat de la famille sera en direct sur notre plateau pour lancer un appel avec Kevin, également son frère. Dans cette quotidienne de Crimes et Faits divers, je vous l'ai dit, je vais vous raconter l'histoire de Théo, un adolescent de 14 ans qui a disparu il y a maintenant 3 mois à Lens, dans le Pas-de-Calais. Sur ce plateau, avec nous en direct, Maître Zakenoun, l'avocat de la famille. Bonsoir, Maître. Merci d'être avec nous. Avec vous, on va essayer de voir où on en est dans cette affaire, essayer de comprendre la psychologie de chacun. Vous cherchez à savoir ce qu'est devenu Théo et on espère pouvoir vous aider également avec cette émission. Vous l'avez compris, ses proches remuent ciel et terre pour le retrouver, mais vous allez voir que l'enquête va se révéler extrêmement difficile. Le dimanche 27 mai 2018, à l'aube, Théo quitte une boîte de nuit située à Loison-sous-Lens. Il n'habite qu'à quelques kilomètres de là et décide donc de rentrer à pied avec son ami Jordan, qui est aussi son voisin. Il est 5h30 quand la mère de l'adolescent les entend arriver et interpelle son fils par la fenêtre. Je lui ai dit maintenant que tu rentres. Il m'a dit attends, je raccompagne Jordan. Ils se sont assis à la pierre, ils ont discuté. J'ai repris un café, je me suis remis à la fenêtre pour fumer une cigarette. Et là, plus personne. Je dis peut-être il est en bas, il remonte aux escaliers ou à l'ascenseur où ils discutent. Et après, je me suis dit il est peut-être rentré chez Jordan et il passe la nuit. Mais le lendemain, Théo n'est toujours pas de retour et sa mère commence à paniquer. D'autant plus que personne ne semble savoir où se trouve le jeune garçon. Pas même son ami Jordan, dont les souvenirs sont flous. J'ai commencé à aller voir en milieu d'après-midi les voisins. Personne n'avait de nouvelles de Théo. Et c'est là que j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai commencé à appeler l'hôpital de Lens, l'hôpital de Liévin. J'ai rappelé mon fils. Et de là, j'ai dit, je vais me préparer pour aller au commissariat. Cela ne ressemble pas à Théo de disparaître ainsi, sans prévenir. Très proche de sa famille, l'adolescent a l'habitude d'appeler sa mère plusieurs fois par jour. Scolarisé dans un lycée d'apprentissage, il est en alternance dans une entreprise spécialisée dans le bâtiment et passionné de mécanique. Il semble équilibré et ne pose pas de problème particulier. Plus troublant encore, il est parti, les mains vides. Il n'y a rien qui est disparu, il est parti sans carte d'identité, sans argent, sans rien, sans vêtements, sans rien. C'est volatilisé comme ça, on fait pas une fuite comme ça. Pour moi, on prépare, on prend ça, on met des petites bricoles, perso dedans. Les policiers de Lens prennent tout de suite la disparition de Théo au sérieux. Ils lancent un appel à témoins et étudient la téléphonie du jeune garçon. Son téléphone a borné pour la dernière fois à 6h38 du matin, le jour de sa disparition, à Vendin-le-Veil, à 5 km de son domicile. Quant au chien pisteur, dépêché sur place, il perd de sa trace au niveau du parc de la Glissoire, à une vingtaine de minutes à pied de l'endroit où il a été vu pour la dernière fois. Mais alors, où se trouve l'adolescent? A-t-il croisé quelqu'un qu'il connaissait? Est-il monté dans la voiture d'un inconnu? Et surtout, lui est-il arrivé quelque chose de grave? On se retrouve donc en direct en plateau avec nos invités pour essayer de comprendre ce qui se passe dans cette affaire. Maître Zakenoun, je le rappelle, vous êtes l'avocat de la famille de Théo. D'abord, je voudrais peut-être qu'on essaie de tracer un peu le portrait de Théo, tracer le portrait de ce garçon. C'est un garçon qui avait l'habitude de fuguer, c'était un garçon plutôt instable. Comment vous-même,
vous le définiriez? Alors c'est un jeune garçon, tout ce qu'il y a de plus classique, 14 ans, extrêmement serviable, extrêmement sage, qui n'avait aucune velléité de départ ou de fugue. D'ailleurs, quand on analyse la téléphonie, on n'a aucun élément qui nous laisse présupposer qu'il avait envisagé une fugue. Alors, on a une personne qui est travailleur, puisqu'il est, comme vous l'avez rappelé, en alternance, qui devait, à partir de septembre, être en alternance dans le bâtiment. On n'a aucun élément qui nous laisse présupposer à une fugue dans ce dossier. C'est-à-dire que c'est un choc total pour la famille, c'est un choc total pour son frère, hein, qui sera en direct avec nous tout à l'heure également. Personne n'a de piste, personne n'a d'hypothèse. Alors, on n'a pas d'éléments sur une fugue. Après, il y a des hypothèses qui sont creusées par la police judiciaire, par le juge d'instruction en charge de ce dossier. On a un certain nombre d'investigations qui sont réalisées. On attend des retours. Maintenant, je ne rentrerai pas dans le détail de ce qu'est ce dossier d'instruction, mais je sais que l'ensemble des diligences et des investigations techniques ont été réalisées, et ce, dès le départ, puisque ce dossier a été pris au sérieux par la police judiciaire, et ce, dès le départ. Très vite, la police judiciaire a bien fait son travail, c'est important de le dire, et a bien enquêté et analysé sur ce qui se passait. Alors, on n'a pas eu énormément d'éléments qui ont filtré au départ de cette enquête, et c'est pour cela d'ailleurs que la famille m'avait saisi. J'ai appris qu'il y avait une juge d'instruction qui était saisie dans ce dossier, et en consultant, puisque j'y ai accès dorénavant, j'ai vu que la police judiciaire avait, dès le départ, réalisé l'ensemble des investigations qui s'imposaient, des investigations techniques également, des auditions, et que la juge d'instruction en charge de ce dossier, qui est parfaitement compétente, a procédé à diverses commissions. On attend les retours des investigations, mais en tout état de cause, le travail est fait et la famille attend sereinement et tranquillement le retour de ces investigations. Alors, on va revenir sur la psychologie de Théo. Avec nous, nos experts comme tous les jours, c'est Sabrina Philippe, psychologue, vers qui je me tourne pour commencer, parce que Sabrina, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de 14 ans? Imaginons, alors on est obligé de faire plusieurs hypothèses, bien évidemment, donc si c'est un enlèvement, s'il lui arrivait quelque chose de dramatique, hélas, sa psychologie n'a pas beaucoup d'importance, mais s'il a décidé de fuguer, qu'est-ce qui, à 14 ans, peut pousser un garçon à fuguer? Déjà, pour qu'un garçon fugue, il y a un contexte en général. C'est-à-dire qu'il y a un contexte de conflit familial qui, même s'il est masqué sur le démarrage, finit toujours par apparaître. Il apparaît par des échanges SMS, ou les proches qui vont finalement dire que dans la famille, ça ne se passait pas bien. Et puis, il y a une préparation à ce départ. Souvent, un jeune qui part prévient quand même au moins un proche, au moins un. Si ce n'est que ce soit un autre qui l'entraîne. C'est-à-dire qu'on a parfois, malheureusement, des mauvaises rencontres. L'adolescent va être face à quelqu'un qui l'incite à quitter le domicile. Mais on ne quitte pas le domicile, en effet, comme ça, brutalement. Et c'est pour ça que je crois que les investigations n'ont pas abouti en ce sens. Oui, en tout cas, vous nous confirmez, il n'y avait pas de conflit familial sous-jacent, il n'y avait pas de problème sous-jacent dans la vie de Théo. Il n'y avait pas de conflit sous-jacent. D'ailleurs, on ne quitte pas brusquement à 5h30 du matin. Lorsqu'on veut fuguer, on ne sort pas en discothèque la veille pour fuguer à 5h30 le lendemain matin. Maître Delphine Meillet, vous êtes avocate pénaliste, je le rappelle. De quels moyens dispose la justice dans des cas de disparition de jeunes comme ça? Parce que moi, ce qui me surprend, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2018, quand même. On a des moyens technologiques incroyables. On sait borner les téléphones, on sait retrouver les gens. Et là, tout à coup, on nous dit, ce garçon, il a 14 ans et il a totalement disparu. Est-ce que la police a assez de moyens? Est-ce que la police a les moyens d'investigation? Manifestement, dans votre dossier, dans ce dossier-là de Théo, on a fait tout de suite une déclaration de disparition inquiétante, puisque toutes les investigations ont été mises en œuvre dès la déclaration au commissariat de la disparition. Donc, disparition inquiétante signifie tout ce qui est à la disposition de la police pour rechercher ce jeune, en l'occurrence des battues, en l'occurrence des appels à témoins, des investigations téléphoniques, évidemment on commence par ça, des investigations sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, ça fonctionne aussi très très fort comme ça. Mais il faut savoir qu'en France, il y a 50 000 disparitions par an. 50 000, c'est beaucoup. Et sur ces 50 000, disparitions de mineurs. On a 49 000 fugues et on a 1000 disparitions inquiétantes. Donc certaines procédures sont ouvertes en disparition inquiétante où on met
toutes les investigations en œuvre. Et ensuite, finalement, ça se réduit puisque le jeune finit par rentrer chez lui et c'est bien tombé. Juste d'un mot, maître, parce que j'y pense, est-ce qu'on a retrouvé par exemple les papiers, le passeport de ce jeune homme chez lui, ou est-ce que ça a disparu? Parce que ce serait un signe assez fort quand même de fugue si par exemple son passeport a disparu. Alors, ses papiers d'identité étaient à son domicile, hein, donc il avait pas. Donc il n'est pas parti. Il n'était pas en possession de ses papiers d'identité. Alors, si vous disposez d'informations sur ce dossier pour aider la famille de Théo, je voudrais vous donner un numéro de téléphone, c'est celui de la PJ de Lille qui reçoit tous les témoignages. Le numéro s'affiche en bas de l'écran, c'est le 03 20 30 37 25, 03 20 30 37 25, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez compris, on est à plus de 3 mois après la disparition de Théo. Toutes les hypothèses restent envisageables malgré les moyens déployés. Aucune piste sérieuse ne se dégage, mais la famille ne baisse pas les bras. À Lens, les jours et bientôt les semaines passent. Mais Théo ne réapparaît pas. Désespérés, ses proches offrent une récompense à quiconque pourra leur fournir des informations. Ils font même appel à un hypnotiseur pour aider son ami Jordan à recouvrer la mémoire. Sans succès. De nombreuses battues sont également effectuées dans les environs, que ce soit par les forces de l'ordre ou par les habitants de la région, très solidaires de la famille du jeune garçon. Je me dis que voilà, ça peut être la mienne. Donc on est obligé, on se sent obligé quelque part. On va continuer par là, il y a une équipe. Donc nous, notre but, c'est de faire par ici. Dès qu'on voit que les herbes sont rabaissées, on y fonce. On analyse tout, on essaye de trouver la moindre petite chose qui peut appartenir à Théo. Mais cela ne donne rien. Et au fur et à mesure que le temps s'écoule, l'espoir de retrouver Théo vivant s'amenuise. Ses proches se sentent impuissants. Ça va encore continuer, la mobilisation elle est grande. Et je voudrais aussi passer un message à la mairie de Lens, au monsieur le maire de Lens, comme quoi il pourrait faire quelque chose tout au moins sur les panneaux publicitaires ou mettre une affiche sur la mairie, quoi, parce que bon, il n'y a pas grand chose de fait, quoi. C'est mon ressenti. Les enquêteurs semblent dans une impasse. Pourtant, progressivement, les hommes de la police judiciaire de Lille, désormais en charge de l'affaire, privilégient la piste criminelle. La famille de l'adolescent, elle, en est persuadée. Théo a dû faire une mauvaise rencontre. Une chose est sûre, sa famille ne renoncera pas avant de connaître la vérité. Et cette vérité, bien évidemment, toute la famille se bat pour la connaître. Vous l'avez compris, nous sommes en direct avec Kevin, c'est le frère de Théo. Kevin a 23 ans. Bonjour Kevin. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Je sais que c'est difficile et délicat pour vous de parler de cette affaire parce que vous êtes très touché par ce qui se passe. Vous êtes très touché par la disparition de votre frère. Aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit ? On est toujours à la recherche et on commence à être fatigué. C'est-à-dire nerveusement, ça commence à peser pour vous ? Ouais, c'est ça, ouais. On commence à être un peu à bout, de rien trouver et pas avoir de piste. Qu'est-ce que vous vous dites, Kevin, vous, quand vous êtes seul, qu'est-ce que vous pensez au fond de vous-même ? Qu'est-ce qui a pu se passer ? Vous qui connaissez bien votre frère, forcément. Pour moi, c'est pas une fugue. Ça devrait être soit qu'il a rencontré quelqu'un, on ne sait pas en fait s'il a monté quelqu'un ou un ami à lui, on ne sait pas en fait. Vous les connaissiez, ces amis ? Vous aviez des contacts avec eux ? Votre frère est jeune, hein, il avait 14 ans, je le rappelle. Ouais, c'est ça, ouais. On a quelques contacts, mais bon, après on a essayé de chercher aussi de notre côté, mais bon, ça n'a rien donné. Vous étiez proche de votre frère ? Ouais, on était très proches, ouais. Donc c'est pour ça on se dit que c'est pas une fugue, il y avait pas on savait jamais engueuler, même mes parents. Donc, parce que vos parents disent quoi ? Vos parents au départ pensaient que c'était une fugue ? Au début on pensait qu'il était parti faire une soirée et qu'il serait revenu peut-être le lendemain, mais après quand on a vu que ça a commencé, on n'avait pas de nouvelles, on s'est dit il a dû arriver quelque chose. On l'a vu, il y a une forte mobilisation autour de votre frère, autour de ce qui a pu se passer. Vous êtes touché par cette mobilisation de ces gens que vous ne connaissez pas forcément ? Ouais, non, on est touché, hein, qu'on est soutenu quand même par pas mal de monde. Donc c'est bien quand même.
On a beaucoup annoncé qu'on allait parler de la disparition de votre frère, de la disparition de Théo. Si jamais il est devant la télé, si jamais il vous regarde, c'est ce qu'on peut espérer de mieux, j'ai envie de lui dire. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Bah, de lui dire qu'il nous appelle, même s'il y a quoi que ce soit, qu'il nous appelle, qu'il se débrouille pour trouver quelque chose pour nous joindre et puis qu'on puisse l'aider. Et puis qu'il manque à mes parents. Énormément. J'imagine. Merci beaucoup, Kevin. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir fait cet effort. Hein. Je rappelle, vous avez 23 ans, vous êtes le frère de Théo qui a disparu. Toute cette mobilisation, maître, ça n'a rien donné? Ça n'a rien donné? Alors cette mobilisation, malheureusement, elle n'a pas donné grand-chose. Il faut saluer les initiatives individuelles puisque voilà, il y a énormément de personnes qui sont mobilisées, qui ont organisé des battues sauvages. Après, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que des fois, il peut y avoir une contrariété avec les investigations techniques de la police judiciaire. C'est-à-dire que des fois, ça peut gêner le travail de la police. Et c'est le cas? Et ça aurait pu être le cas puisqu'on a eu des battues sauvages qui ont été organisées dès le lendemain, dès le surlendemain, sachant qu'il y a une battue officielle faite par les enquêteurs avec... les gens veulent bien faire et parfois ils posent des problèmes à l'enquête. Ça peut, en tout cas, ça peut causer un préjudice dans le cadre des recherches, des investigations techniques. Je comprends bien. Maître Sabrina Philippe, psychologue, juste un dernier mot. On a entendu là Kevin qui était vraiment touchant, qui était vraiment bouleversant et qui dit « on est fatigué, on n'en peut plus ». Comment on tient quand on se retrouve dans une famille et qu'il nous arrive un tel drame? La difficulté, elle est là. Bien souvent, d'ailleurs, il y a des aides aussi, des aides psychologiques, voire médicamenteuses, parce que c'est sur le long terme que ça devient compliqué. Il faut bien comprendre que dès la première seconde où on se rend compte d'une disparition, avec tous les mois qui passent, il y a beaucoup de scénarios, en fait. On est constamment en train de faire des scénarios. Déjà, il y a une attente insoutenable. Et puis, c'est le fait de constamment, dans sa tête, imaginer tous les scénarios possibles. Et c'est extrêmement épuisant. Et l'attente est épuisante. Et on l'entendait dans la voix de Kevin. Je rappelle que si vous disposez d'informations qui pourraient aider la famille de Théo, aider à le retrouver, n'hésitez pas à appeler la PJ de Lille qui prend les appels et qui vérifie. Vous avez eu déjà pas mal d'informations d'ailleurs. Tout a été vérifié et rien de concret. Hein. Alors il y a un grand nombre de vérifications. Après, il y a aussi la voie des réseaux sociaux. On contacte directement les membres de la famille de Théo pour leur dire je l'ai peut-être vu. Je l'ai peut-être aperçu à tel endroit, etc. Mais on se retrouve vite dans la situation, vous savez, de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'autre. Donc on vérifie ces informations parce qu'on a peur de passer à côté de quelque chose. Mais souvent, ces informations, elles se révèlent vaines puisque, en définitive, on n'a aucune piste dans ce dossier. Alors, je vous redonne le numéro de téléphone 03 20 30 37 25. 03 20 30 37 25, c'est le numéro de la PJ. Merci beaucoup, maître Zakenoun, d'avoir été avec nous, avocat de la famille de Théo. Bien évidemment, on va suivre. Au fil du temps, on va suivre cette affaire. On espère vraiment une issue heureuse pour ses parents et pour son frère qui est avec nous. Merci beaucoup.